Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 56e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux sciences de données, 100 jours de machine learning appliqué aux sciences. Donc aujourd'hui, principalement, nous allons essayer de travailler sur les arbres de décision, comme nous avons travaillé hier. Mais cette fois-ci, nous allons aborder les arbres de décision sous le point de vue des arbres de régression en fait. Donc aujourd'hui, principalement, nous allons attarder sur les arbres de régression. C'est quoi un arbre de régression? Nous avons déjà eu à travailler dessus. Et nous allons prendre un cas pratique aujourd'hui. Nous allons essayer de prédire le prix d'une maison en fonction d'un ensemble de paramètres, en fonction d'un ensemble de paramètres qui seront pris en compte par notre modèle de prédiction. Donc, sans plus tarder, les données que nous allons utiliser aujourd'hui sont les données qui sont issues de la base de Natasha Edgar, que nous avons pris ainsi que le code dans son GitHub, sur la page YouTube, le CoinStat. Donc nous allons essayer d'expliquer ce code-là pour pouvoir montrer comment est-ce qu'il peut être utile à la prédiction des données géoscientifiques. Donc sans plus tarder, let's go. Aujourd'hui, principalement, donc, comme vous êtes nous allons nous attarder à ce qui concerne la prédiction des valeurs d'un logement en fonction de leurs caractéristiques. Donc, c'est-à-dire en fonction des caractéristiques du logement en question, nous allons prédire les valeurs de ce logement. La première des choses, c'est d'abord d'importer la bibliothèque. Effectivement, une fois que la bibliothèque est importée, on a la présentation de la problématique que nous essayons d'aborder ainsi que l'importation des données que nous allons utiliser. Donc, le jeu de données, c'est California Housing. Il contient les informations sur le logement de Californie aux États-Unis ainsi que leur valeur. L'objectif de ce jeu ou alors de ce projet est tout simplement de prédire les valeurs du logement en fonction de leurs caractéristiques. Donc, le fichier peut être téléchargé à partir de la page suivante, California Housing. Les paramètres ou alors les variables présentes dans le jeu de données sont tout simplement la longitude, la latitude, c'est-à-dire les coordonnées géographiques, Housing Media Age, c'est-à-dire l'âge médian de logement dans la région, le total home, le nombre total de chambres dans la région, le total bedroom, le nombre total de chambres à coucher dans la région, population, la population totale dans la région, household, nombre total de ménages dans la région, median income, revenu médian des ménages dans la région, le median house value, la valeur médiane des maisons dans la région, et le ocean proximity, la proximité de la maison par rapport à l'océan ou la côte ou bien du Nil. Donc, première des choses, c'est qu'on importe déjà la base de données et puis on va afficher la base de données. On voit effectivement les paramètres que nous venons d'identifier qui constituent la base de données ici. Voici les différents paramètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer d'afficher les informations sur la base de données, à savoir le ciel, les valeurs non nulles, la quantité d'observation, le type de variables. On constate qu'on a des floats, on a des integers et on a des objets. Par la suite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les données manquantes, c'est-à-dire qu'il est question pour notre machine de données. Ici, il y a des données manquantes dans notre base de données. On se rend compte qu'ici, on a 207 données manquantes. Ensuite, le total de données manquantes dans la classe Total Bedroom. Et par la suite, on a la description. On va faire des statistiques descriptives sur notre base de données. Statistiques descriptives qu'on regroupe ainsi que suit. On a la médiane, les quartiles, la moyenne, le minimum, le maximum et les quartiles. Après cela, donc, on va tout simplement essayer de remplacer les valeurs manquantes par 0 pour les variables total bedroom. Donc, on suppose ici que la région qui ont la variable totale manquante n'ont pas de chambre principalement. On suppose ça, qui n'ont pas de chambre, et donc par conséquent on va les remplacer par 0, ce qui fait que si on remplace ces valeurs manquantes là par 0, on se retrouve à avoir au niveau de la classe total bedroom là, on n'a plus de valeurs manquantes parce qu'on a comblé le vide. Donc la description des biens de la base de données. Donc ici là, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle les statistiques. On va commencer par les histogrammes. On va sélectionner les variables quantitatives d'abord parce qu'on constate que dans notre base de données, nous avons à la fois des variables qualitatives et des variables quantitatives. Donc nous allons commencer par sélectionner les variables quantitatives pour pouvoir effectuer donc des statistiques descriptives dessus, à savoir par exemple l'histogramme. Donc nous allons calculer l'histogramme de différentes variables en fonction de la longitude, en fonction de la latitude. On va calculer l'histogramme, on va calculer les différents histogrammes de toutes les variables en fonction des fréquences et obtenir les différentes fréquences des différents histogrammes. Voilà, ça, on a le résultat. On voit les tendances un peu des différents histogrammes. Par la suite, on obtient, on va calculer les box plots. On va ressortir les box plots pour faire mettre
d'observer les box plots des différentes variables. On observe les box plots des variables par rapport à elles-mêmes pour savoir si par rapport à elles-mêmes on observe des variables aberrantes, des valeurs aberrantes. À l'intérieur, on se rend compte qu'il y a plusieurs valeurs qui sont plus ou moins considérées comme étant valeurs aberrantes en ce qui concerne le total room, le total bedroom, la population et la variable household ainsi que la variable median income. Donc ça c'est la première observation. Ce qu'on fait maintenant c'est quoi? C'est que vu qu'on a des variables aussi qualitatives, on va aussi essayer d'effectuer un diagramme en bas ou alors le diagramme de Camembert pour pouvoir matérialiser dans les proportions des variables qualitatives que vous voyez suivant le graphe suivant. Après cela, on passe on va essayer de déterminer par exemple le calcul des proportions pour chaque valeur des variables catégorielles. Donc on va créer des bar plots pour savoir quelles sont les variables qui influencent le plus ou alors les variables qui sont le plus représentées du moins ce ne sont pas des variables ici parce qu'on a une seule variable qui est la proximité avec l'océan. Donc on va parler des différentes modalités, voilà, les différentes modalités qui sont le plus représentées dans cette variable. Par la suite, on passe par une analyse bivariée ou la sélection des variables pertinentes. Donc ici, avec l'analyse bivariée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement appliquer la matrice de corrélation. Donc la matrice de corrélation va nous permettre d'étudier les rapports ou alors les corrélations entre les différentes variables pour savoir quelles sont les variables qui sont fortement corrélées avec telle ou telle variable. Et en fonction de ça, donc sélectionner dans les variables les plus pertinentes en fonction de l'étude que nous essayons de mettre en exergue. Donc on va tout simplement compiler ce code-ci et obtenir le résultat suivant. On constate effectivement que on a des variables qui ont une très forte taux de corrélation. Par exemple, nous avons le total bedroom avec total room qui ont une forte taux de corrélation. On a la variable total room avec la variable household qui ont une forte taux de corrélation ici. Ainsi de suite, vous pouvez analyser et se rendre compte qu'il y a beaucoup de variables qui ont une forte taux de corrélation entre elles. On va effectuer toujours ici la matrice de corrélation de Spearman entre les variables numériques. Donc là, on effectue la matrice de corrélation et on observe les résultats. Et je rappelle ici que ici on avait la matrice de corrélation entre les variables numériques aussi. Là, c'est la matrice de Spearman toujours entre les variables numériques, histoire de voir si on obtient plus ou moins les mêmes résultats, ce qui est le cas. Après, on va étudier maintenant les relations entre les variables cibles, median house value et les variables numériques. Alors, on va tout simplement appliquer cette syntaxe et voilà le résultat qu'on obtient. Ici, là, on essaie d'étudier le questionnement. Ici, on se rend compte que les tendances sont plus ou moins linéaires entre la median house et la median house elle-même. Entre la median house et la median value, on a cette dispersion qu'on observe. Ici aussi, on a cette dispersion qu'on observe. On se rend compte que plus la median house est élevée, moins la household est aussi élevée. Donc, c'est-à-dire que ici, l'augmentation de l'un n'entraîne pas l'augmentation de l'autre. On n'a pas quelque chose de linéaire ou de proportionnel. Et c'est généralement le cas dans les différentes variables ici, sauf dans les deux ici, où on a une représentation différente. Donc, la relation entre la variable cible median house value et la variable catégorielle Ocean proximity. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va étudier la relation entre la variable median house et Ocean. C'est-à-dire que ici, là, ce sont les paramètres en fait, ou encore les modalités qui sont situées dans la variable Ocean proximity on va essayer d'effectuer la corrélation ou alors d'étudier la relation avec la variable median house value. On obtient les box plots suivants. Ça nous permet de voir qu'il y a quelques variables qui peuvent être considérées aussi comme des variables aberrantes, des valeurs aberrantes, Donc après cela, on va donc essayer d'effectuer la modélisation du prix du bien immobilier. Donc on va sélectionner d'abord la variable catégorielle qui est aussi en proximity. Ensuite, on effectue un encodage binaire de la variable catégorielle parce qu'on se rend compte que pour effectuer notre modèle de prédiction, on a besoin de fonctionner uniquement avec des variables numériques. Et donc si nous avons une variable catégorielle ici, il est important d'effectuer un encodage. Et nous avons vu plusieurs types d'encodage ici, principalement dans ce code on utilise l'encodage What-Hot Encoder que nous avons déjà expliqué ici au préalable. Donc on va effectuer cet encodage là et en principe le but de cet encodage c'est tout simplement de pouvoir transformer des variables catégorielles en variables numériques, des variables qualitatives en variables quantitatives.
Donc, après cela, on va afficher la base de données. On voit effectivement que proximity est devenue une variable qualitative. Effectivement, variable qualitative. Ça nous a, en fonction maintenant des différentes modalités, ça nous a créé des observations. Alors, on effectue maintenant la séparation des données, c'est-à-dire les variables explicatives et les variables cibles, ou encore les targets et les features. Donc, on effectue cette séparation de données. Ensuite, maintenant, on va diviser la base de données en données d'entraînement et de données test, en utilisant les proportions 80-20, c'est-à-dire 80 données pour les données d'entraînement et 20 données pour les données de test. On va maintenant effectuer un algorithme de régression non optimisé en utilisant la fonction Decision Tree Regression. Avec cette fonction-là, on va ressortir un algorithme de régression. Et maintenant, on va afficher l'importance de chacune des variables pour savoir quelles sont les variables qui ont le plus d'importance ou alors qui ont le plus de prédominance en ce qui concerne l'estimation ou alors la régression que nous souhaitons mettre. On se rend compte ici que la variable median income a plus d'importance ainsi que aussi un proximity Island que les autres paramètres. Alors après cela, on va tout simplement appliquer notre modèle et les éléments de performance qui vont avec, c'est-à-dire qu'on va faire les calculs des métriques sur les bases d'apprentissage et les bases de test, c'est-à-dire qu'on prend les données d'apprentissage, les données test. On va essayer d'effectuer on va utiliser les métriques donc pour effectuer l'évaluation des performances de ces différents paramètres là et afficher les résultats que vous voyez. Donc là on a le RMSE, on a le MAE, on a le MEC-AE, on a le R carré, on a le EVC. Et on a donc les différents résultats qui sont là en fonction des données d'apprentissage et des données test. Après cela, on va tout simplement poursuivre avec la partie graphique, c'est-à-dire qu'au même titre qu'on a fait les flèches numériques, là on va effectuer on va afficher les courbes représentatives qui nous permettent de mettre en exergue les valeurs manquantes, les valeurs prédites et les valeurs observées en ce qui concerne les données d'entraînement et les données test, et d'observer aussi que le comportement, vu qu'on avait un coefficient de R carré égal à 1 ici, vous allez vous rendre compte que les données sont confondues totalement avec la première bisectrice pour dire quoi, qu'on a un résultat parfait, si on va dire ça comme ça ici, tandis que de ce côté-ci, on a les données qui sont un peu plus dispersées de la première bisectrice, donc par conséquent, le R carré est encore à améliorer. L'arbre optimisé avec un mélange Prunen. Donc là, on va utiliser par exemple des extensions des objets, des grilles. On va utiliser la grille par exemple pour optimiser l'arbre et afficher par exemple les profondeurs de la grille de recherche pour pouvoir augmenter les précisions de notre modèle. Et effectuer maintenant une validation croisée pour pouvoir évaluer la robustesse de notre modèle. Ce qui a été fait. Après cela, donc, on va essayer d'afficher dans notre arbre de décision. Vous voyez, voilà l'arbre de décision qui a été conçu pour le premier modèle. Ensuite, donc, on a évalué les performances de ce modèle optimisé. La version graphique aussi. On effectue maintenant un test, une autre coupure d'arbre, c'est-à-dire qu'on va tester d'autres styles d'arbres avec d'autres modèles de régression. On évalue cela, on évalue même processus, c'est-à-dire qu'on cherche les variables explicatives qui ont le plus d'importance sur le modèle que nous voulons mettre en exergue, ou alors sur la variable cible. Et puis on affiche maintenant l'arbre que vous voyez, le voici, avec à l'intérieur de l'option zoom, vous allez vous rendre compte qu'on va pouvoir observer les coefficients de Gini dont nous parlions la dernière fois, qui sont au niveau des différents nœuds. Et après cela, donc, on passe simplement à une évaluation des performances. Donc à ce niveau, on a un petit quiz aussi pour vous. Donc vous allez essayer de nous donner vos réponses en commentaire. Quel est l'objectif principal de l'optimisation de l'arbre de régression? Petit A, est-ce que c'est trouver la profondeur maximale de l'arbre? Petit B, est-ce que c'est trouver les critères optimaux pour la sélection des attributs? Petit C, est-ce que c'est minimiser l'erreur quadratique de la moyenne? Petit D, est-ce que c'est maximiser l'explicabilité de l'arbre? Petit 2. Comment peut-on éviter le surajustement des arbres de régression? En augmentant la profondeur maximale de l'arbre, en réduisant la profondeur maximale de l'arbre, en choisissant les critères de sélection d'attributs qui favorisent la complexité de l'arbre, en augmentant la taille des jeux de données d'entraînement. Petit 3. Quel est le critère de sélection d'attributs le plus communément utilisé pour les arbres de régression en Python?
le MSE, le Gini, l'Encropy ou bien le Feynman MSE. En petit 4, donc on a comment peut-on trouver la profondeur maximale optimale de l'arbre de régression en Python en utilisant la variation croisée, en utilisant la méthode RFE, en utilisant les critères de Bayes, en choisissant les profondeurs maximales manuelles. Donc je vous ai donc le choix donc, de répondre à ces questions en commentaire. On attend vos différentes préoccupations. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité. On se retrouve donc dans nos prochaines vidéos pour pouvoir vous accompagner le mieux que nous pouvons en ce qui concerne l'apprentissage automatique, en ce qui concerne l'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Merci de nous avoir suivis lors de cette présentation. On se retrouve donc dans nos prochaines vidéos pour plus de connaissances. Merci.